Bonjour à tous et bienvenue pour cet avant-dernier atelier du CX Summit Éloquent édition Waouf. Pour cette édition-là et cette dernière émission, avant-dernière émission, j'aurai le plaisir de recevoir deux invités à distance et on va parler d'un sujet qui est vraiment intéressant et qui est un sujet vraiment brûlant d'actualité, c'est service client, les process et outils pour faire plus avec moins puisque c'est vraiment la tendance. Et pour cela, en fait, j'aurai deux invités exceptionnels. On voit tout de suite à l'écran Baptiste, donc Baptiste Deloy de Cityway Transdev. Et juste à côté, on va avoir Mathieu Bertrand de My Mobility. Merci à tous les deux. Merci pour Baptiste Mobilité. Donc, nous allons voir ensemble un sujet, comme j'ai vraiment intéressant, les process et outils pour faire plus avec mieux au centre de contact. Alors pour cela, nos deux invités vont se présenter. Alors on va peut-être commencer par Baptiste qui va nous expliquer quelle est sa fonction et bien entendu Cityway, parce que je pense que beaucoup de gens ont utilisé Cityway sans le connaître. Bonjour Frédéric, merci pour votre invitation. Alors Cityway, nous on est un éditeur de logiciels dans les transports collectifs et la mobilité. On édite en marque blanche pour le compte de réseaux de transport en commun et d'autorités organisatrices de la mobilité, des sites internet, des calculateurs d'itinéraires, des applications mobiles, des logiciels de gestion de transport à la demande, des solutions de M-Ticket, etc. Et historiquement, Cityway, qui est un éditeur de logiciels, a développé des activités de centre de relations clients, car les collectivités et réseaux de transport nous ont demandé d'adresser à la fois les canaux numériques, mais aussi le canal téléphonique pour répondre aux demandes des voyageurs, donc information, réservation et services après-vente après les voyages. Donc on a mis en place de petits centres de relations clients, de 5, 7 conseillers à jusqu'à 20, 30, 35 selon le centre et la saison. Ce sont des centres que nous appelons des centrales de mobilité. Et on y assure l'interface entre les clients voyageurs, les exploitants de transport, les collectivités, parfois même les conducteurs dans des réseaux de transport à la demande, et les donneurs d'ordre qui sont les commanditaires de l'offre de transport collectif sur le territoire. Et on adresse donc les canaux téléphoniques, formulaires des sites internet et des apps, ainsi que des mails et les interactions sur les réseaux sociaux. Merci. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de villes ou de régions que vous gérez? Parce que peut-être que les gens ne savent pas, mais ils communiquent avec tes équipes tous les jours. On s'occupe, oui, voilà, de périmètres de services clients unifiés à des périmètres très variés, des régions, des départements, des communautés d'agglos. Et donc, on a des exemples de centres de centrales de mobilité régionales, départementales. Alors dans l'Oise, on gère l'information, les réservations, le service après-vente, la gestion billettique de tous les réseaux de transport de l'Oise, donc du réseau routier régional, et puis des réseaux urbains des communes de l'Oise. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, on s'occupe de tous les services information voyageurs des transports routiers interurbains, des transports à la demande, ainsi que l'instruction des démarches des élèves qui s'inscrivent pour leur carte billettique et leurs droits au transport scolaire. Merci. Au moins, comme ça, les gens pourront savoir qui est derrière les opérateurs au téléphone et le site internet. Ce que je vous propose, c'est que on commence déjà par un petit peu parler du sujet. Nous, en fait, lors de cet atelier-là, on a vu vraiment deux situations. Mathieu de My Mobility qui a mis en place un centre de contact de A à Z. Et on a de l'autre côté Baptiste qui a vraiment une maturité vraiment très, très importante dans la gestion et l'optimisation des centres de contact. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment faire cet atelier parce que on a vraiment ces deux visions qui sont vraiment très intéressantes. D'un côté, quelqu'un qui met en place un centre de contact avec les défis classiques, mais qui permettent parfois aussi d'aller gérer des nouveautés comme de la mobilité, un petit peu un fonctionnement interne. Et Baptiste qui fait de l'optimisation et on voit qu'on arrive à vraiment des niveaux de qualité et d'optimisation très très importants. Alors, ce que je propose, c'est qu'on commence par Baptiste. Alors Baptiste, est-ce que tu peux nous donner, grosso modo, tes
5 pistes, 5 que tu utilises chez CityWay pour aller améliorer l'efficacité du centre de contact et souvent, avec des ressources inférieures, faire un service client qui est vraiment au top et qui répond aux exigences des contrats que vous signez avec les collectivités locales. Alors, je ne sais pas si j'en ai 5. Il y en a beaucoup, il y en a plus que 5, mais si je dois identifier 3 ou 4 grandes thématiques, c'est un travail sur la structuration de la charge, en fait. D'une part, nous avons plusieurs services pour des collectivités différentes qui ont parfois des besoins communs pour lesquels nous employons des outils communs, alors analogues parce que les paramétrages sont pas les mêmes, c'est pas le même outil, mais c'est la même structure d'outils avec un paramétrage et un ensemble de données qui n'est pas le même. Mais pour comprendre la difficulté et la raison pour laquelle on a vraiment fait un gros travail de structuration et de méthode, c'est que nos centrales de mobilité, elles opèrent, donc comme je vous disais, sur des périmètres très variés, parfois régionaux, départementaux, communautés d'agglo, et puis on a des services qui sont beaucoup plus petits. On va avoir des charges par service qui sont très très disparates, avec sur certains centres, sur certains services, près de 4000 appels par jour, et puis sur d'autres, c'est 20 ou 30. Donc vraiment, c'est très très différent. Et sur notre métier qui est le transport, on a en situation normale une très bonne capacité à prévoir les flux sur le plan saisonnier et même intraday. Et donc là, on a une bonne gestion des effectifs. En revanche, en cas de situation perturbée, la difficulté vient que la part majeure de notre charge, c'est des appels entrants qui sont non stockables, des contacts chauds, et des volumes qui vont là, en cas de situation perturbée, être multipliés par 2, 5, 10 parfois, en cas de perturbation majeure sur un périmètre large. Et on peut évidemment pas tenir ces charges dans de bonnes conditions de travail pour nos conseillers avec une qualité de service satisfaisante pour les clients. Et c'est pour ça qu'on a développé donc les quelques grands axes de méthode et d'outillage afin de soulager les équipes et les équipes et le management. Donc là, la première grande thématique, c'est que historiquement, on faisait des serveurs vocaux interactifs assez simples, avec un message d'accueil, un éventuel message de perturbation générale, et les conseillers étaient formés sur l'intégralité du service. Au fur et à mesure, sur des activités de fort volume, on a fait le choix de décomposer les services avec des serveurs vocaux interactifs riches et à choix multiples, afin de caractériser la demande et le besoin du client et le rattacher à une typologie de service pour laquelle on a éventuellement une perturbation ciblée sur un périmètre départemental qui ne concerne pas toute la région, et on va pouvoir lui distribuer une information qui le concerne lui sans polluer tout le monde d'une information spécifique et locale, et éventuellement les aiguiller vers des contenus beaucoup plus riches qui sont disponibles sur les canaux numériques et en self-service, sur nos sites internet qui sont très structurés pour bien trouver une perturbation sur un territoire, sur une typologie de service, sur une ligne spécifique. Ensuite, le serveur vocal interactif à choix multiples, il permet de caractériser la charge et avoir une gestion beaucoup plus fine des équipes et de ne pas former tous les conseillers sur tout le service, mais d'avoir en quelque sorte des îlots de compétences par service, et puis avec le temps les rendre plus polyvalents et avoir des capacités de mutualisation entre ces îlots. Donc ça, c'est la première chose, c'est un SVI. C'est un échange qu'on avait eu. C'est vrai que le fait de pouvoir pas avoir une spécialisation trop forte des équipes, mais spécialiser les gens sur des choses qui étaient relativement communes et simples, ça permet
d'absorber un petit peu de la charge en cas de pic d'appel et non plus de faire des formations vraiment très évoluées sur l'ensemble du périmètre. Ça, c'est quelque chose qui vraiment permet de tout de suite fluidifier en cas de pic. Ouais, tout à fait. Ça permet d'accéder plus facilement à une mutualisation, à une formation complète. Pour former un conseiller, il faut le former au métier du transport, les différents services, aux outils que nous employons dans nos centrales, aux cas particuliers du service que nous opérons, à des cas particuliers de prise en charge de clientèle. Donc, on a quatre composantes de compétences et quand on est formé sur les trois, il est très facile de former sur la dernière case pour avoir une formation complète. Et donc voilà, ça c'est un vrai point. Le deuxième point, c'est on a fait de gros travaux et on a d'ailleurs travaillé avec vous sur une façon de travailler sur les priorités de fil et des compétences. Voilà, on a des services qui sont de charge très très variables. Et avec les systèmes de priorité de fil, de campagne et les temps de priorité, qui est un bonus sur la file d'attente mutualisée, la file d'attente dans l'instance éloquente, elle est mutualisée, on peut mettre en place des stratégies de vase communiqué entre des campagnes qui vont avoir pour certaines des caractères prioritaires du fait du caractère d'urgence du service qu'il adresse, SAV urgent, ou ajuster en fonction des volumes d'appel. Une petite campagne est plus précaire en termes de QS pour la journée qu'une grosse campagne qui se récupère sur une volumétrie d'appel qui est plus large. Et la combinatoire qu'on va trouver entre la structuration de la charge avec des priorités, des temps de campagne et puis la gestion, la modulation, la gestion des compétences des agents, ça permet d'optimiser l'adéquation charge-ressources pour assurer des qualités de service uniformes, satisfaisantes et aussi une répartition de charges équitable pour les équipes. Alors ça se fait avec quelques secrets de cuisine, pas mal de fichiers Excel, des matrices de compétences, il y a des notions d'îlots dédiés, d'îlots mutualisés et en tout cas ça nous permet en plus de travailler sur de la centralisation des équipes. C'est sur des petites équipes, on n'a pas des moyens de management qui sont considérables. Et en fait, cette organisation permet de mutualiser, de centraliser plutôt que décentraliser avec du spécifique. On a 40 services différents. Et évident on n'a pas les moyens de faire 40 services pour chaque client, un service pour chaque client, quoi. Cuisine, tu m'avais parlé de ton fameux fichier Excel, que tu as un background comme assez technique, qui te permettait de savoir les disponibilités. Donc ça, c'est un petit truc qui permet de faire la différence. Ça nous a beaucoup facilité la vie et facilité la vie des responsables pour identifier très très vite la temporalité dans laquelle il peut y avoir un déficit de ressources. Donc c'était un deuxième point très important à notre sens qui nous a fait gagner beaucoup de sérénité dans nos opérations. Les centres de relations clients, je crois que tout le monde sait que c'est des activités dans lesquelles il faut beaucoup de réactivité et de flexibilité. Et en fait, en structurant bien avec de bonnes méthodes, en fait, on arrive à faire des choses de façon réactive sans devoir travailler dans l'urgence et dans la panique, parce qu'en fait, il y a des outils de la décision un peu sophistiqués qui permettent de faire sereinement. Ensuite, il y a un travail qu'on a fait sur l'aboutissement agent et ce qui rejoint le travail qu'on a fait sur la décomposition des compétences requises sur un agent, sur un service, c'est que en fait, une des difficultés, c'est de faire glisser. On a de la surcharge à un endroit, pas à un autre endroit. Comment on fait, comment on coulisse en défense pour aller rapidement couvrir l'attaque sur l'aile droite. Eh bien, voilà, on a toute cette méthodologie là. Et bon, c'est une stratégie qui est une stratégie de qualité. Peut-être certains penseront de surqualité. En tout cas, les organismes de normalisation fixent des objectifs très inférieurs à ceux que nous fixons pour la qualité du service qu'on délivre, parce qu'on est autour de
de 95% de taux de satisfaction au premier appel. Alors, c'est pareil du luxe, hein, la NEF 345, je crois, fixe un seuil très inférieur, mais ça a aussi un intérêt par rapport à notre organisation small business, c'est que si on a un taux de satisfaction au premier appel de 75%, à la fin, c'est 65% des appels qui reviennent, on a une charge de 125, on est déjà small business, on fait plus d'actes. Alors éventuellement sur le plan commercial et sur le plan facturation, c'est intéressant, mais en réalité, c'est pas très vertueux parce que ça fait plus de volume et plus de charges sur les équipes. Et avec un taux de satisfaction au premier appel de 60% au premier appel, voilà, le levier c'est 140. On a augmenté de 40% sa charge, alors qu'aujourd'hui avec 95%, on a 5% en plus, on a 105 appels pour 100 besoins initiaux des clients, quoi. Donc c'est très très bon comme niveau. Ça paraît un luxe quand on regarde les exigences de la norme, mais en fait ça vaut le coup quand on est small business avec une démarche gagnante-gagnante, quoi. Hein. On n'a pas forcément toutes les qualités de très très gros CRC capacitif où on peut mettre très rapidement 40 conseillers au téléphone, mais bon, qui connaissent pour la moitié pas bien le service. Et à la fin, ça fait du rappel, de la réitération. Et bon, pour certains, ça peut être la satisfaction, une satisfaction dans leur business, mais pour nous, on pense que c'est gagnant-gagnant parce que ça permet d'avoir moins d'agents, mais des bons agents bien formés, qui au final traiteront moins d'appels, moins de trafic, et pour un coût final qui sera in fine moins cher, parce qu'avec un coût unitaire de traitement certes supérieur, mais en traitant moins d'appels, c'est la différence un peu entre l'efficacité au sens de la qualité de service et l'efficience au sens de l'économie d'un service. Et c'est vrai que l'efficience, c'est vraiment au cœur de Cityway. Et dans notre échange, tu nous disais que voilà, vous aviez pas forcément un objectif de faire plus d'appels, mais des meilleurs appels, de la meilleure qualité, et vraiment essayer d'avoir une meilleure efficacité au premier appel, le FCR. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui est clé. Et tu nous disais, voilà, tout le monde ne le fait pas, nous on le fait chez Cityway, et ça prouve son efficacité avec moins d'agents. Finalement, on va faire plus d'appels que des concurrents qui seront moins efficaces, comme tu le disais, qui font la course à l'appel, qui prennent, mais que ce n'est pas des appels qualitatifs. Voilà. Bon, ensuite, voilà, on a ensuite un quatrième axe, parce que oui, on est petit, quand il y a des pluies d'appels pas possibles, on en rate forcément. Et donc là, on a généralisé sur nos services la proposition des tickets de rappel. Quand l'algorithme de file d'attente identifie que le temps d'attente va être élevé ou qu'on atteint un seuil réel d'attente, il est proposé à nos clients de sélectionner dièse ou un, je ne sais plus, pour être rappelé. Et à ce moment-là, effectivement, ces appels qui ont un caractère d'urgence, puisque le client veut avoir assez rapidement un retour, ils sont pas perdus. Ils engagent pas le client à faire une réitération, je rappelle tous les quarts d'heure. Ils vont être naturellement rappelés parce que le ticket se présentera aux agents. Donc les agents se retrouvent avec moins d'appels dans la file d'attente parce qu'ils ont été dissuadés vers le ticket de rappel. Et néanmoins, le client, il va avoir son service rendu dans des délais courts. Et ça, donc, c'est aussi une façon de compenser les situations dans lesquelles on peut être en déficit de ressources par rapport à une charge qui va être excessive et au-delà de nos prévisions. Et voilà, ça aussi. Souvent, le ticket de rappel, ce qui se passe, c'est que certaines entreprises se disent le ticket de rappel, c'est compliqué parce que la personne n'est pas forcément disponible. Et je sais qu'on avait des clients comme Enedis qui nous disaient le ticket de rappel, on le fait assez souvent parce que les gens ne sont pas dispo. Je pense que vous, dans votre cas de figure, les personnes, ils appellent le support et comme vous rappelez pas longtemps après, tout de suite, bam, ça fait la différence. Et je crois que tu m'avais dit aussi que vous avez une souplesse au niveau des équipes qui font que les gens se donnent un peu plus de temps pour aller écluser les tickets de rappel qui restaient. Donc, c'est une notion de culture client et d'efficacité qui était mise en avant.
Voilà, effectivement, hein, quand il y a des périodes de charge élevée, dans un profil de charge intraday qui est certain, on va réserver des positions agents pour pour traiter des appels à des heures plus creuses où on a un effectif qui gère le front entrant et puis un effectif qui fait les rappels. Et c'est vrai qu'en général, s'il y a un caractère d'urgence, les clients qui se voient rappeler sur le numéro qu'ils ont appelé plus tôt dans la journée se disent bon allez, je le prends. Ensuite, si l'urgence n'était pas si urgente, Marie-Thérèse, je ne décroche pas et puis je verrai ça plus tard. Mais bon, en fait, ce mix-là, il est intéressant parce que on était sur des marchés avec des volumétries qui étaient très élevées. C'était à la fois un gros engagement budgétaire pour les clients, c'était une complexité opérationnelle pour nos équipes et nos responsables, avec beaucoup de recrutement saisonnier à faire. Et on arrive à diminuer jusqu'à 50% hein, avec ce mix de solutions. On arrive à renseigner, à aiguiller des clients vers le self-service quand ils sont pas dans la fracture numérique, et on arrive à diviser quasiment par deux la volumétrie d'appels, aboutissant aux agents qui est la volumétrie facturée à nos clients donneurs d'ordre. Donc à la fois, nous on travaille dans des conditions plus sereines pour conditions de travail des agents et des responsables, et les clients voient une économie budgétaire, les clients donneurs d'ordre qui nous payent, et puis les clients voyageurs qui nous appellent, ils ont des taux de satisfaction qui sont très élevés, quoi. Ah, très bien. Alors, je crois que Mathieu nous a rejoint à nouveau. Peut-être qu'il peut nous entendre. Et si, Mathieu, tu peux nous dire quelques mots. Alors, désolé pour cette problématique. My Mobility, qui travaille dans le même secteur que CityWesh, et nous parler juste après, justement, de sa situation de nouveaux utilisateurs de solutions de centre de contact. Est-ce que ça a un petit peu changé dans les habitudes et comment, grâce à une solution de centre de contact, on peut faire justement plus avec moins et être plus efficace. Alors, je te laisse peut-être présenter juste l'entreprise et de passer ensuite à la mise en place de la solution de CRC et tout ce que vous avez mis autour du multicanal. Bien sûr, effectivement, on est moins avancé que ce que Baptiste peut avancer. Donc, nous, le groupe My Mobility, c'est une société qui acte sur deux gros secteurs, si vous voulez. Le premier qui va être le service de transport scolaire d'enfants en situation de handicap. Donc, le but, c'est d'emmener quotidiennement un grand nombre d'enfants de leur domicile à leur établissement scolaire et de les ramener le soir. Ça, c'est un peu notre activité principale. Et notre deuxième secteur, c'est le transport à la demande, donc un peu comme Baptiste l'a présenté, d'opérer pour le compte de donneurs d'ordre public du transport pour personnes à mobilité réduite sur certaines régions, notamment l'Oise également, sur lequel on travaille également avec Eloquent sur notre centre d'appel. On a ouvert très récemment une agence en plein cœur de l'Oise avec une solution de centre de service. D'accord. Alors justement, vous, dans votre optique en fait d'améliorer la qualité perçue, vous utilisez vraiment l'omnicanal, puisqu'il y a à la fois l'application mobile, il y a le site internet, même le courrier papier et bien sûr le téléphone. Alors comment ça marche et comment on peut justement, en jonglant entre différents canaux, aller faire plus, en particulier la mobilité qui permet vraiment d'aller dans l'efficacité et le temps réel, un petit peu à la mode Uber. C'était la problématique, effectivement, quand on a récupéré le marché sur l'Oise, de monter un centre de service dans des délais très très courts. Hein. On a eu 3 mois pour mettre en place la solution sur des canaux historiques assez vieillissants, donc exclusivement de la téléphonie et du courrier, pour arriver sur des solutions plus modernes de prise de réservation avec des applications mobiles, avec un centre d'appel, avec un site internet et des formulaires. Donc effectivement, l'omnicanalité est un vrai mot chez nous, où on cherche à offrir le plus d'opportunités possibles à nos adhérents pour bénéficier du service. Ouais. Donc justement, comment vous avez fait pour avoir donc cette bonne qualité perçue, cette efficacité
en améliorant justement les canaux. Je crois que vous avez travaillé par exemple sur les canaux préférés. Quand une personne appelle, elle est reconnue comme étant une personne préférant le téléphone, préférant l'email, préférant tel canal. Est-ce que ça, Exactement. ça Alors, aide et ça améliore la qualité perçue? tout à fait. Alors, ça dépend effectivement de la typologie de nos adhérents, euh, de leur capacité. Alors, c'est vrai que certains adhérents font des réservations pour le compte d'usagers. Ça peut être des clients, des associations qui font des réservations pour plusieurs personnes, qui gèrent plusieurs comptes mobilité de manière un peu plus globale. Donc, qui vont avoir des canaux privilégiés téléphoniques pour gagner du temps. Et on a des adhérents, des particuliers que l'on peut exactement typer grâce à la solution de centre d'appel pour les rediriger et les encourager à utiliser des canaux qui consomment un peu moins de temps sur nos centres d'appel, sur nos opérateurs, pour les rediriger sur le site internet ou sur nos applications mobiles pour avoir des confirmations et utiliser nos algorithmes de prise en charge. Alors justement aussi, je crois que vous aviez travaillé sur l'unification des services, parce que c'est ce que disait précédemment Baptiste, c'est que avoir des petits call centers où on est vraiment très dépendant de personnes qui sont occupées, puis pas occupées, etc. C'était un petit peu un problème d'efficacité. Vous êtes vraiment passé dans l'unification et la centralisation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire et ce qui a été mis en place et les gains qui ont été liés à cela en efficacité, bien sûr? Tout à fait. Et puis comme Baptiste le précisait, on a également mis en place différentes campagnes, différents scripts d'appel et de rappel. L'activité de l'Oise a été un premier pas pour nous pour démarrer l'activité de centre d'appel et viennent se greffer à cela d'autres petites activités de TAD avec les mêmes effectifs. C'est-à-dire qu'on essaie via notre centre d'appel de passer de plus en plus de marchés sur ce même centre d'appel sans grossir nos effectifs. Donc en gagnant de la qualité et de la redirection d'appel, on arrive à augmenter notre charge métier pour prendre de plus en plus d'activités sur le même centre d'appel. Vous avez travaillé aussi sur la digitalisation et le self-care, puisque pendant longtemps, c'était des services qui étaient beaucoup liés à la téléphonie. Et vous avez vraiment transféré une partie des appels sur l'application mobile et le web. Alors, comment ça s'est passé? Quels sont les gains là-dessus? Est-ce qu'on arrive facilement à faire passer des personnes qui sont habituées à appeler au téléphone à passer à du digital? Parce qu'on n'a pas forcément des gens qui sont 100% fans de geek. La réponse est bien évidemment non, c'est pas facile. Donc on accompagne nos adhérents par de la formation, par de la communication et par des petits guides, si vous voulez, digitaux pour diversifier nos canaux, pour désengorger en fait le centre d'appel et vendre un effet, si vous voulez, un peu plus soudain dans la réservation, de ne pas avoir de temps de réponse, d'avoir une confirmation immédiate de la course, d'avoir un débit sur comptabilité immédiat. Donc ce gain de temps, il n'est pas que chez nous, il est aussi chez les usagers. Et donc en communiquant sur cette partie-là et sur la simplicité de nos outils, on arrive à avoir un gain de productivité. Ouais. Vous travaillez également aussi, vous m'avez dit sur je dirais pas l'effet waouh, mais le fait en fait de donner plus d'autonomie pour certains gestes. Par exemple, les chauffeurs, s'ils sont en retard, en fait là, ils peuvent appeler directement le client. Donc c'est à la fois rassurant et c'est aussi évitant pour le centre de contact, c'est ça? Tout à fait. Alors on peut quand même parler d'effet waouh. C'est vrai qu'il y a eu un réel changement pour les adhérents, pour les usagers du service. Au-delà d'avoir un centre d'appel, d'avoir une qualité sur la réservation, on offre également à nos adhérents la possibilité d'avoir des notifications sur leur prise en charge, sur l'arrivée de nos conducteurs près du lieu de prise en charge. Et on offre également une cartographie, un peu comme de grands acteurs que je ne citerai pas, mais qui vous offre, si vous voulez, des cartographies avec le véhicule à l'approche. On propose également ce service-là par nos applications. Donc on retrouve un peu les réflexes. Ouais. Non, j'allais dire qui est utilisé à la fois par nos conducteurs, donc sur le côté driver, si vous voulez, pour avoir les informations de prise en charge et une optimisation de la prise en charge sur leur métier, et pour les adhérents, pour les alerter de tout retard, de toute prise en charge, et de gérer également les annulations, afin de fluidifier les échanges sans passer par le centre d'appel. Et pour autant, on a interconnecté nos applications pour qu'ils remontent dans nos outils, notamment sur les outils de centre d'appel, pour que
et le centre d'appel et nos agents sur place soient au courant de toute modification et de tout retard. D'accord. Alors justement, là, on voit vraiment qu'il y a une tendance à digitaliser une partie des appels, essayer donc de mixer les différents canaux, essayer d'unifier les centres de contact, centraliser les compétences, éventuellement mutualiser certaines compétences. Ça, on l'a vu avec Baptiste, hein. Quelles sont pour vous un petit peu les tendances et les projets pour 2023? On va peut-être commencer par vous, Mathieu. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu à venir? Quelles sont les tendances et sur quoi en fait vous projetez? Alors sur 2023, on va continuer à rajouter, si vous voulez, de la charge sur le centre d'appel, du volume d'entrée, mais en continuant à pousser sur nos outils digitaux pour que le centre d'appel traite uniquement des appels, si vous voulez, spécifiques. L'appel de réservation reste assez simple, c'est des actions quotidiennes que l'usager peut réaliser indépendamment sur nos outils. Donc on va gagner en qualité de prise en charge. Et donc ce qu'on compte travailler, si vous voulez, sur 2023, c'est faire un peu de BI sur ces appels, sur ces prises en charge, de travailler notre typologie d'appel et notre typologie de prise en charge pour avoir, si vous voulez, un centre de service sur un niveau un peu plus supérieur qu'une simple réservation. Ouais, je crois que vous travaillez également sur l'expérience client et l'expérience utilisateur avec une formation des chauffeurs, puisqu'il n'y a pas que la conduite qui compte, mais c'est également l'expérience globale du transport avec une formation des conducteurs, c'est ça? Alors, nos conducteurs sont formés effectivement à plusieurs typologies sur le handicap, donc ils sont formés sur des problématiques de mobilité réduite, sur la prise en charge de différents types de handicap. Et ils sont également formés sur des sujets importants aujourd'hui, qui sont l'éco-conduite, avec une analyse comportementale de l'attitude du conducteur sur la route, avec sur des challenges ou des améliorations à trouver sur le comportement de nos chauffeurs tout au long de la journée sur la route. D'accord. Alors Baptiste, est-ce que de votre côté, chez CityWay, vous voyez un petit peu des tendances qui se dessinent ou des projets un petit peu sur la partie relation client? Parce que je sais que vous êtes vraiment beaucoup à la pointe et vous observez beaucoup ce qui se passe sur le marché. Quelles sont pour vous un petit peu les choses ou les projets que vous voyez pour 2023? Ah, vous avez coupé votre micro? À la fois. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Ah. Non, c'est bon. Alors nous, parce que on est à la fois exploitant dans de centre de relations clients, mais aussi éditeur de solutions d'information voyageurs de mobilité douce et de mobilité décarbonée. En 2023, un projet majeur, c'est que nos centres de relations clients soient plus seulement des centres d'accueil des demandes clients, d'information, mais que nos centres de relations deviennent des centres qui adressent aussi de la promotion des mobilités douces et à faible émission, et participe activement au transfert modal et à la lutte contre l'autosolisme, faut le dire clairement. On a une vocation qui est pas a priori de faire des centres de relations clients. On a fait le choix de le faire parce que ça avait du sens, ça nous a permis de mettre des solutions informatiques sur étagère, parce que nos clients nous demandaient de le faire et que on ne souhaitait pas le faire avec des centres généralistes qui entraient dans une logique qui n'est pas du tout celle que nous souhaitions promouvoir gagnant-gagnant avec les collectivités, ce que j'expliquais avant. Donc vraiment, un des principaux projets pour 2023 et sur lequel on est déjà assez engagé, c'est d'accentuer nos promotions des mobilités douces. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour le faire. On a des solutions d'information voyageurs et des calculateurs d'itinéraires multimodaux qui permettent de rendre très très simplement visibles les solutions d'un territoire en matière de mobilité organisée, douce ou en tout cas à faible émission. Et dans l'ensemble, pour 2023, c'est vraiment ça, c'est accentuer nos démarches de publication sur les réseaux sociaux, qui sont vraiment
désormais bien établis comme les canaux majeurs de recrutement, y compris dans la mobilité et auprès de notre cible de clients voyageurs. Et de façon assez étonnante, on a beaucoup de retours et d'adhésions sur des canaux qu'on n'imaginait pas. Insta, Twitter sont aujourd'hui des canaux où des gens apprécient et découvrent des choses et nous le font savoir en disant ça valait le coup, par hasard je suis tombé sur votre post parce qu'un tel que je connais l'a publié et en fait vous avez une super solution, merci. Donc c'est un petit peu un effet waouh, parce que les gens ne s'attendent pas forcément à avoir une communication vers ces canaux un petit peu innovants, un petit peu traditionnels. Et comment vous faites pour les gérer? Est-ce qu'il y a des personnes spécifiques, c'est des community managers? Est-ce que c'est géré par des personnes du centre de contact? Il y a un mix. Hein. Bon, il y a les sollicitations entrantes, on les gère par les centres de relations clients. Ensuite, on a dans nos équipes pas mal de gens qui sont des professionnels de la communication et qui accompagnent plus globalement des posts, des publications qui sont pas encore très scénarisées, mais on y travaille. Mais on a des feedbacks de gens qui disent non, moi je connaissais pas votre solution, j'y allais en bagnole, ça me coûtait un fric fou, et maintenant j'ai une solution, c'est formidable. Merci pour ces commentaires. On va pouvoir passer au tirage au sort pour gagner le livre Culture Client et ensuite passer à la session questions-réponses. Alors Chantal, avec sa douce voix, va nous annoncer la question du jour sur cet atelier. Alors, la question va être assez facile. Je vous demande de vous mettre les mains sur le clavier. On va vous demander, vous avez entendu nos deux intervenants et en plus, on a un petit indice. Dans quel secteur interviennent ou opèrent nos deux clients intervenants? Donc, dans quel secteur d'activité opèrent nos deux intervenants? On va pouvoir passer à la séance de questions. Pendant que vous répondez, nous allons passer effectivement à la séance de questions. La première de Adama qui demande, avec une organisation complexe, comment gérez-vous la planification des agents? Utilisez-vous un WFM, donc Workforce Management, interne ou une solution du marché? Alors ça, je pense que c'est plutôt pour Baptiste, qui est notre champion de l'organisation et de la productivité des équipes. Alors on est déjà un peu dans les recettes de cuisine, hein, là. Et bon, je vais partager, mais on a plusieurs niveaux à l'échafaud. Hein. Il y a un gros travail d'ingénierie qui est fait sur la prévision des flux avec des identifications de tendances annuelles, d'augmentation de périmètre. Donc on travaille sur la prévision des flux et des activités qui aboutissent au dimensionnement d'un besoin en effectif qu'on établit sur le long terme. Hein. C'est vraiment une gestion prévisionnelle entre 6 et 12 mois. Et c'est un besoin en effectif hebdomadaire. Et ensuite, sur ces bases-là, on va faire l'habillage des plannings agents avec l'intégration des contraintes légales et puis des desiderata, des plannings de congés, etc. Donc on croise plusieurs données, on a quelques outils centraux qui sont passerelles entre ces différents étages d'organisation des ressources. J'espère répondre à la question. Oui, non, je pense que la question c'était est-ce que vous aviez un outil sur étagère ou quelque chose de spécifique? La réponse c'est vraiment quelque chose de spécifique. On a un outil sur étagère pour la dernière étape qui est la construction des plannings, parce qu'il y a tout l'aspect légal. Ok. Merci pour cette première question. Chantal, est-ce qu'il y a une deuxième question pour nos experts? Estelle demande, est-ce que l'organisation des tickets de rappel inclut des compétences niveau 2 en plus d'avoir une équipe dédiée pour effectuer les rappels? Alors, je pense que la question, c'est est-ce que c'est tout le monde qui rappelle ou c'est des gens spécialisés? Alors ça, c'est plutôt pour Baptiste. Est-ce que vous voulez que je réponde ou Frédéric, vous souhaitez répondre parce que je pense que vous pouvez pouvoir le dire. Non, mais en fait, le ticket de rappel, il intègre le couple compétences-campagne requis. Donc, les tickets de rappel se présenteront aux agents qui
qui sont à l'intersection de ces deux critères. Merci Baptiste pour cette réponse très précise. Chantal, est-ce que tu aurais une autre question? Oui. Alors, est-ce qu'il faut plutôt privilégier le FCR ou au contraire prendre les appels pour les faire traiter par des experts avec un rappel plus tard? C'est encore pour Baptiste. Il y a un gros dilemme, je pense, entre le FCR ou le ticket de rappel. Enfin, quoique, je pense que c'est des usages différents. Ouais, tout à fait. En fait, ça dépend un peu le métier et ça dépend un petit peu la problématique à traiter. Il y a des services clients qui se comportent assez simplement. Il y en a d'autres qui vont devoir, dans certains cas minoritaires, accéder à des ressources et des expertises très élevées et pour lesquelles, effectivement, dans l'optimisation du service, la création d'un ticket interne pour investigation technique, éventuellement rappel, est plus appropriée. Voilà ce que je peux dire, c'est que ça dépend je dirais du niveau, du différentiel de complexité qu'il y a pour avoir le deuxième niveau. Ensuite, il faut savoir que dans certains services que nous adressons, on a accès à certains outils en lecture qui permettent de renseigner les clients sur des démarches administratives et qui engagent des subventionnements. Et pour lesquels certains accès aux outils en écriture qui vont déterminer des niveaux de subventionnement sont réservés à des personnels qualifiés, en général des collectivités, qui sont eux habilités à le faire. Et donc c'est, je dirais, soit vraiment un gros pas de technicité qu'il faut atteindre et pour lesquels effectivement il va y avoir un traitement, je vais pas dire à froid, mais en back-office et ensuite une restitution ou une reprise de contact. Sinon, ça peut être effectivement la contrainte administrative d'instruction de dossier qui fait que voilà, tout le monde n'est pas habilité. D'accord. Alors Chantal, est-ce qu'il y aurait une autre question? Alors, j'ai une dernière question de Laurent qui demande « Que pensez-vous des outils comme le chat ?» Et il dit « Nous avons testé, nous constatons que le temps de traitement est plus long. » C'est peut-être valable pour à la fois Mathieu et Bertrand. Je vous laisse peut-être dans un premier temps Baptiste et ensuite Mathieu. Donc Baptiste, le chat, est-ce que vous avez pensé, est-ce que c'est une demande des collectivités locales? Est-ce que c'est un petit peu trop, entre guillemets, exotique? Quel est votre avis là-dessus? Sur le temps de traitement, c'est compliqué parce qu'en fait, une interaction de chat, c'est plusieurs allers-retours, donc répartis dans le temps, on va dire de l'alpha à l'oméga de l'interaction, il y a plusieurs messages. La question, c'est que ça a un côté tiède, le chat. C'est pas du très très chaud, quoi. Donc voilà. Et pour répondre à la question, pour les cas qui nous concernent, nos clients sont globalement assez velléitaires, c'est-à-dire que on en parle beaucoup et on le fait jamais. D'accord. Alors, Mathieu, est-ce que de votre côté aussi, c'est quelque chose qui est dans les bacs? Est-ce qu'il y a une volonté, une demande du chat? Alors, il n'y a pas forcément de volonté ni de demande. Notre public n'est pas forcément familier avec ces éléments et je rejoins Baptiste sur les conclusions de l'aspect chat. Par contre, si je devais développer quelque chose, moi je dirais plus sur une techno de chatbot qui serait un premier point d'entrée, si vous voulez, sur le centre pour qualifier dans un premier temps la demande avec une campagne de rappel derrière. Ouais. Ok. Merci pour cette réponse. Chantal, est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a une dernière question? Autrement, on va pouvoir laisser nos deux intervenants à distance repartir vaquer à leurs occupations. Je vérifie, mais non, il n'y avait plus de questions. Il n'y avait plus de questions. Session-là. À ce moment-là, je vous remercie tous les deux. Si on pouvait résumer votre intervention en une seule phrase sur justement les outils et les process pour améliorer l'efficacité du centre de contact, Baptiste, c'est quoi s'il y a une phrase à retenir de cet échange qu'on vient d'avoir,
qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? C'est efficacité, travailler les compétences, c'est quelle phrase clé, quel élément clé? Ben, efficacité, non, parce que c'est pas le paradigme qui me stimule au quotidien, mais c'est plutôt sérénité. En fait, la structuration de la charge, en fait, les CRC, c'est très vite trop cher ou de mauvaise qualité et des conditions de travail dégradées. Structurer les flux, la charge, et augmenter la part de réponse automatisée, gérer bien les compétences, avoir bien ce trèfle des formations, permet de soulager la production, améliorer les conditions de travail des conseillers en mobilité, diminuer la charge managériale, diminuer le prix global de la prestation et le budget des clients. En améliorant la qualité de service au sens taux de décroché et qualité de service au sens du taux de résolution au premier contact. Donc voilà, ça permet de gagner en réactivité, en flexibilité et sans travailler dans l'urgence. C'est hyper vertueux. Merci pour cette synthèse. Quant à Mathieu, est-ce qu'on peut résumer en une phrase pour vous quel est l'objectif et qu'est-ce qu'il faut retenir pour donc justement améliorer l'efficience? C'est ce que disait Baptiste il y a 2 secondes au centre de contact. De mon côté, je dirais que la qualité de la qualification de l'appel, c'est essentiel, d'avoir un taux de décrochage élevé, d'avoir un service où le client, l'usager n'a pas besoin de nous rappeler, parfois de ne pas nous parler en fonction de la qualification. Et leur besoin principal, c'est que ça fonctionne très simplement. Donc, c'est d'axer les canaux et nos outils pour que l'expérience utilisateur soit la plus simple possible. Merci pour ce bon résumé. Ce que je vous propose, c'est que nous vous remercions pour votre intervention très riche. Merci à tous les deux. Et donc, on se retrouve dans… Donner le nom du gagnant de notre dernier livre, c'est Thibault Legac qui a répondu et qui a bien répondu, c'est-à-dire que le secteur du transport, on accepte aussi la mobilité évidemment, mais voilà, Thibault a été très rapide. Et puis, une fois n'est pas coutume, Fred, tu termines un petit peu en avant. C'est un vrai bonheur. On va pouvoir se donner rendez-vous 5 bonnes minutes pour que tu nous fasses le petit effet waouh illustré, puisque ça va être le petit bouquet final avec des exemples très concrets et hyper intéressants. Ouais, rendez-vous dans une dizaine de minutes. Merci à tous les deux. Bon retour à vos occupations. Et on se retrouve tout à l'heure. Merci pour tout. Merci Chantal, merci Frédéric.